On passe au dernier speech de cette conférence avec François d'Orléans, qui est CEO et cofondateur de Stratum, et qui va nous parler de blockchain et de démocratie. Deux mots très courts sur Stratum. C'est une plateforme d'intégration de la blockchain à des applications existantes. C'est-à-dire qu'on va hybrider des applications avec des fonctionnalités qui reposent sur la blockchain. On parlait tout à l'heure de blockchain as a service, on fait un peu ce genre de plateforme. Je remercie Blockchain France de m'inviter ce soir pour évoquer un cas d'usage qui peut sembler un peu atypique et qui est celui du vote sur une blockchain. C'est-à-dire qu'on va utiliser les propriétés de la blockchain pour sécuriser le vote. La blockchain, elle va nous apporter sur les propriétés du vote. Attendez. Voilà. Donc en transférant un vote sur une blockchain, on va transférer certaines de ses propriétés. Ces propriétés sont d'être immuables et incorruptibles. C'est-à-dire que pas même l'administrateur d'un vote ne va pouvoir modifier le vote a posteriori. Comme ensuite, on peut voter très localement, on vote en France, mais l'ensemble des réseaux, des nœuds qui composent cette blockchain vont répliquer le vote à une échelle globale. Donc n'importe qui va pouvoir rentrer sur ce réseau qui est transparent et corroborer les résultats de ce vote. Donc à la fin, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle un explorer de blocs et voir où se trouvent les transactions qui comportent ces votes-là. Pour faire un vote sur une blockchain, il nous faut au moins 3 éléments. Dans ce cas d'usage, je me limite simplement à l'utilisation d'une blockchain du Bitcoin pour ne pas m'éparpiller dans d'autres usages dans le temps qui m'est imparti. Il faut donc ces 3 éléments qui sont tout d'abord un actif programmable, et ici en l'occurrence ça va être le Bitcoin. Il nous faut un protocole pour représenter et faire vivre le vote dans cette blockchain. Et pour parachever cette architecture et sécuriser le vote, on va utiliser ce qu'on appelle une clé cryptographique qui va être une sorte de carte électorale digitale qui va garantir l'identité du votant et bien sûr qu'il a ce droit de vote. Donc, on dit souvent que le Bitcoin, il a cette propriété exceptionnelle d'être une monnaie programmable. C'est-à-dire qu'au-dessus de chaque transaction, non seulement on fait des transactions de pair à pair, mais au-dessus de chaque transaction, on peut faire vivre un script qui est assez court et qui va représenter de la métadonnée, qui va représenter ce qu'on appelle un actif digital. Cet actif digital, ça peut être ici un vote, ça peut être un actif financier, mais on parle aussi d'actif physique, un objet. Cet objet, on le notariserait sur une blockchain et on aurait les deux contreparties qui existeraient. Donc ce serait une preuve d'existence. Donc, dans l'esprit des fondateurs de la blockchain Bitcoin, simplement, cette métadonnée était faite pour ajouter d'autres fonctionnalités à une transaction qui était purement monétaire, purement en Bitcoin. Pas dans l'esprit de faire vivre off-chain des transactions avec des actifs digitaux qui prennent une importance telle dans les modèles qu'on envisionne aujourd'hui. Donc il y a des gens qui se sont amusés à tordre le protocole Bitcoin, à faire ce qu'on appelle des hacks. Et il y a 2 grands protocoles qui existent. Colored Coin ou Counterparty, et dans le cas d'un vote, on va se concentrer sur plutôt le protocole Counterparty. Un vote, c'est une transaction qui est critique, donc vous voulez qu'elle soit exécutée rapidement par le réseau. Pour exécuter cette transaction rapidement, on va ajouter des frais de transaction pour rémunérer les mineurs, les nœuds qui vont sécuriser notre vote. Ces mineurs, ils vont avoir un arbitrage qui est assez rationnel, c'est de traiter d'abord les transactions qui ont le plus de frais. Et puis ensuite, par ordre décroissant, ils vont traiter les transactions suivantes. Si au moment où on envoie un vote sur la blockchain du Bitcoin, le réseau est saturé, dans leur arbitrage, les nœuds, les mineurs vont avoir tendance à reporter ce vote vers le bloc suivant, et ainsi de suite si le bloc suivant est saturé. Donc on va mettre des frais de transaction qui vont être de l'ordre, selon le cours du Bitcoin, de 10 centimes d'euros. Avec ça, on va être à peu près sûr que le réseau va traiter notre vote. Donc dans cette architecture générale du vote, on a l'administrateur d'un vote. Alors pensez administrateur d'un vote, ça peut être une entreprise qui organise une assemblée générale et qui a besoin de faire voter ses actionnaires. Ça peut être un vote plus ouvert de la e-démocratie, la démocratie participative, voire même, soyons utopistes, des élections traditionnelles, le ministère de l'Intérieur qui transférerait demain, en 2017, l'élection présidentielle sur la blockchain. C'est peu probable. Ensuite, l'administrateur va émettre des jetons sur le protocole Counterparty et il va émettre autant de jetons qu'il y a de suffrages à exprimer. Il va transférer ces jetons à l'ensemble des votants qui vont avoir accès à un portefeuille électronique, un wallet qui contient ces jetons-là. Et de l'autre côté, les candidats, eux, vont avoir une urne numérique. Cette urne numérique, c'est également un wallet avec une adresse. Donc quand le votant émet son jeton de vote, il transfère les bitcoins qui comportent les frais de transaction et le jeton au-dessus. Donc ce jeton, c'est cette métadonnée qui va représenter le vote. Et évidemment, à l'issue de l'élection, le candidat ou l'option de vote qui est gagnante, c'est celle qui aura reçu le plus de jetons. Pour parachever cette architecture et donc ajouter la sécurité, on a besoin d'une carte électorale digitale. Comment s'assurer que si je me présente à mon wallet, je suis bien le propriétaire de ce wallet et que je vais pouvoir donc effectuer mon vote. Pour ça, on utilise le concept de clé cryptographique. C'est un concept qui est largement répandu dans n'importe quel système de vote numérique, mais qui est aussi à la base de l'architecture du Bitcoin et des blockchains. Cette clé cryptographique, elle marche toujours par paire. Il y a une partie qui est publique,
qui va garantir qu'on a bien accès à ce wallet-là et qui confère notre adresse, et on a une partie qui est privée. Pour prendre une analogie, c'est un peu comme notre compte en banque. Sur la partie publique, c'est notre RIB. Ce RIB, on peut le communiquer à n'importe qui, il porte notre nom, un numéro pour faire des virements. Et la partie privée, c'est un peu le code PIN d'accès à notre compte en banque. Et ça, il faut absolument le garder sous séquestre, parce qu'on n'a pas envie que n'importe qui utilise notre compte en banque. Donc avec cette carte électorale digitale, on sécurise l'accès au vote et sa transmission au réseau. Aujourd'hui, le cas d'usage du vote est essentiellement expérimental. On a 3-4 startups qui essayent de proposer une solution. L'une d'entre elles s'appelle Follow My Vote, et elle part du constat large suivant, qui est qu'un vote, elle regarde plutôt du côté des élections traditionnelles, un vote, ça coûterait 5 $. Et en utilisant la blockchain du Bitcoin, elle pourrait couper ce coût par 2 ou par 3. Je vous parlais tout à l'heure donc, des coûts de transaction, des frais de transaction, 10 centimes. Si vous êtes l'administrateur d'un vote et que vous organisez un vote pour 1 million de personnes, ce qui n'est pas une hypothèse incroyable, 1 million de personnes fois 10 centimes, ça fait tout de même 100 000 € pour organiser l'élection. Et de l'autre côté, vous avez également la vitesse de transaction. Combien de transactions vous pouvez mettre dans un bloc en 10 minutes? Aujourd'hui, cette vitesse de transaction, on l'estime à 7 transactions par seconde. Vous savez peut-être qu'il y a un débat sur la taille des blocs. Donc si on venait à accroître la taille de ces blocs, on ajouterait plus de transactions. Mais même dans les hypothèses les plus optimistes, on ne parle pas du réseau Visa, 4000 à 7000 transactions par seconde. Dans les hypothèses les plus optimistes, on parle de 140 à 150 transactions par seconde. Donc si on revient à notre scénario où on a 1 million de votants à faire voter, il nous faut une échelle de temps, par exemple en 12 heures. En 12 heures, 1 million de votants, ça fait 23 transactions par seconde. Vous voyez qu'on atteint très vite ces critiques de saturation de la blockchain. Chez Stratum, on développe une architecture off-chain, par exemple, pour faire scaler, comme on dit, la blockchain. Et cette architecture off-chain va nous permettre d'agréger des gros paquets de transactions, c'est de l'ordre de 150 000, ça peut aller à 1 million. Et on va simplement déposer l'empreinte de ce gros paquet de transactions dans la blockchain Bitcoin et garantir la même sécurité, sans rentrer dans trop de détails. Mais ce qui fait qu'on accroît jusqu'à 210 transactions par seconde l'usage sur la blockchain Bitcoin, et du même coup, on coupe les frais de transaction. L'une des secondes barrières, c'est comment on fait pour protéger la carte électorale digitale, puisqu'on ne se présente pas physiquement et qu'il n'y a pas un assesseur au bureau de vote pour contrôler notre identité. Comment on protège cette carte électorale digitale si on est sur une plateforme de vote en ligne? Cette plateforme va avoir le wallet, où il y a la carte électorale digitale, cette clé cryptographique qui est stockée, et si jamais elle se fait hacker par un malware, eh bien, ce malware va pouvoir tout à fait utiliser notre clé cryptographique et se présenter au bureau de vote à notre place pour voter pour quelqu'un qui n'est pas forcément de notre goût. Donc la parade contre cette substitution de notre identité, c'est de ne pas stocker la clé cryptographique sur du logiciel, mais plutôt sur du hardware. Et par exemple, il y a des entreprises, des startups qui font des choses très bien comme Ledger. Aujourd'hui, c'est une petite clé qui ressemble un peu à une clé USB, qui sert essentiellement aujourd'hui à mettre votre wallet Bitcoin. Mais demain, avec un peu de bidouillage, on peut imaginer que ça devienne votre carte électorale digitale, où vous voulez voter sur Internet, vous la mettez dans votre port USB, vous effectuez votre vote, vous la retirez, votre identité est protégée. Enfin, une piste que j'évoque très rapidement, parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour l'aborder en profondeur. Chez Stratum, en 2016, on croit qu'on va pouvoir faire des blockchains privées, ou je préfère l'expression de réseau distribué ou ledger distribué. On peut ouvrir ces réseaux-là pour qu'il y ait des nœuds auditeurs qui n'écrivent pas sur cette blockchain-là, et ces nœuds auditeurs vont garantir la même transparence et la même sécurité dessus, parce qu'on va être sûr que ce qui a été mis dessus, c'est bien le bon résultat du vote que l'administrateur central vous rapporte. Donc les nœuds auditeurs sur une blockchain privée corroborent le résultat de l'élection. Et on pourrait ne pas non plus avoir les problèmes de scalabilité de la blockchain Bitcoin. Par exemple, sur une blockchain privée qui s'appelle Tendermint, on arrive jusqu'à 4000 transactions par seconde. On approche du nombre de transactions d'un réseau comme Visa. En mot de conclusion, je voudrais vous le dire avec un philosophe qui s'appelle Karl Popper et qui devrait être l'un des maîtres à penser de tous les innovateurs et de tous les entrepreneurs. C'est que dans cette blockchain, on est dans un espace assez expérimental, complètement mouvant, où il y a des milliers de cas d'usage qui sont énumérés. Et il faut se saisir de ces cas d'usage, itérer dessus, voir ce qui en sort. Et c'est comme ça que se décantera le réel potentiel de la blockchain et qu'on arrivera à avoir une blockchain qui offrira les cas d'usage les plus puissants et des standards forts. Je vous remercie de votre attention.